Et c'est le 4e grand rendez-vous de la semaine. Chers amis téléspectateurs, merci de votre attachement à nos différents programmes. Le boulevard du grand rendez-vous s'est ouvert. Nous vous laissons venir à nous tout doucement. En tout cas, nous sommes ici fin prêts pour vous servir ou recevoir avec vous les 4 invités autour de cette table et aussi suivre le journal. Chers amis, nous allons vous installer confortablement avec les prévisions de demain matin. La météo de BB24 qui à chaque fois essaie de faire un clin d'œil à nos populations aujourd'hui. Nous nous sommes rendus dans la Donga et nous saluons particulièrement les habitants, toute la population de Bassila, vous qui nous recevez toujours 24 heures sur 24. C'est un grand plaisir et le meilleur c'est ici. Alors le meilleur aujourd'hui, le meilleur c'est aussi l'eau. Dans l'agriculture, le monde agricole revient avec notre invité Robert Deguenon, ingénieur agronome. Cette fois-ci, nous allons parler de la gestion de cette ressource indispensable pour l'agriculture. Du monde agricole, nous allons recevoir un expert et là, nous serons avec les étudiants. Lui, il est un président d'une association estudiantine. Il s'agit bel et bien de l'AIESEC. Alors, comment est-ce qu'il faut militer, se retrouver au devant de la scène et diriger toute une équipe? On en parle donc avec notre invité expert. Il s'appelle Moïse Sodoquin. Après lui, nous recevrons également M. Armand Arthur Gonsalves. Lui, il est pharmacien. Vous entendez sans doute parler de médicaments classiques et des génériques. Quelle est la différence? Vous n'arrivez toujours pas à cerner cette différence. On va en parler pour vous aider à faire donc cette distinction entre les faux médicaments et les génériques. Et puis, le 4e plateau autour de cette table, ce sera dans la rubrique Horizon Culture. Horizon Culture qui recevra un arrangeur, un artiste et en même temps un formateur. Vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. Lui, c'est Méchac Adjaro. Il viendra nous parler des différentes possibilités de formation qui existent ici au Bénin et possibles, qui existent au Bénin et qui sont donc ouvertes à nos jeunes. Aujourd'hui, le grand rendez-vous, c'est aussi avec l'appui du journal télévisé, la rédaction de BB24. Nadège Soni, bonsoir. Bonsoir Karamata Guataï. Les titres avec vous en entendant le développement du 1945. On y va avec vous?
Merci à vous, Karamat. Au menu de cette édition, le compte-rendu de la première journée du 6e Forum régional de régulation de l'électricité qui se tient à Cotonou du 26 au 29 juin. Également, dans ce journal, vous suivrez un extrait de l'interview réalisée à Fabien Dako, formateur en télécommunications et réseaux. Il se prononce sur le contenu de la formation et les débouchés qu'offre ce métier. Et puis, la Coupe du Monde, c'est l'affaire de tous et surtout des hommes des médias. Les journalistes en langue de l'ORTB font vivre également les moments forts de ce grand rendez-vous mondial à leurs auditeurs. Vous aurez un reportage sur le sujet à 19h45. Merci beaucoup Nadège Sonné pour la présentation de ce sommaire du JT de ce jeudi 28 juin 2018 sur BB24. On vous dit donc à tout à l'heure Nadège Sonné. Le grand rendez-vous, nous allons démarrer par la toute première rubrique ce soir, Monde agricole. Vous êtes entrepreneur agricole et dans votre localité, il n'y a peut-être pas assez d'eau pour gérer vos plantes, vos cultures où vous en avez assez. Comment est-ce qu'il faut gérer cette ressource indispensable pour mener à bien votre activité? C'est ce dont il va s'agir aujourd'hui avec notre invité. Le temps pour nous de l'installer et de faire venir Estelle Pazou. On jette un coup d'œil sur ce reportage de Destonia Bigot sur la gestion de l'eau. L'adaptation aux conséquences des changements climatiques constitue un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne la maîtrise de l'eau dans le domaine agricole. La gestion des eaux de pluie est aujourd'hui une nécessité pour assurer une bonne productivité. Ici, sur ce site de maraîchage, les maraîchers creusent des puits et des forages pour leurs besoins en eau. Au temps de la pluie, nous ne stockons pas l'eau quelque part. Mais ce que nous avons est que nous avons deux méthodes de stockage de l'eau, sinon deux méthodes de travail qui nous permettent à faire l'arrosage à nos cultures. Il y a les puits que nous avons faits, il y a les forages que nous avons faits. Pendant la saison sèche, il y a nos forages, il y a nos puits qui tarissent, mais à l'aide des techniciens qui sont sur le terrain, ils nous aident à ce que nous essayions d'arroser nos cultures pendant la saison sèche. Et aussi, il faut beaucoup arroser pendant la saison sèche, tel que la laitue, il faut arroser 3-4 fois. Fatigués de se battre seuls, les producteurs interpellent les autorités compétentes. Je demande à nos autorités de penser à nous, de nous aider. La machine, tout le monde n'a pas les moyens de payer les machines. C'est à l'aide des arrosoirs qu'ils arrosent, qui est une méthode très archaïque, difficile à arroser. Selon le magazine Essor des organisations de décembre 2017, l'agriculture mobilise au Bénin 70% des personnes en âge de travailler et fournit 33% du produit intérieur brut. Des chiffres qui montrent à suffisance qu'il serait opportun de régler les problèmes liés à l'eau pour le plein essor de l'agriculture. Eh oui, monsieur Robert Deguenon, bonsoir. Vous êtes revenu, chose promise, chose due, pour le plaisir de nos téléspectateurs. Oui, bonsoir. Estelle Pazou, bonsoir aussi à vous. Bonsoir, Karamat. Alors, on n'en parlera jamais assez pour le bien de ces acteurs du premier rang, indispensables pour la survie des êtres. Il s'agit donc des paysans pour les aider justement à travailler à l'aise. Et ça passe aussi par la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, on en a parlé aujourd'hui, mais hier, mais aujourd'hui, on va focaliser les échanges sur la maîtrise. La maîtrise de cette ressource-là. Oui, hier, on en a parlé, mais on a surtout mis l'accent sur l'importance de l'eau dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, on parle de la gestion et de la maîtrise de l'eau. Alors, monsieur Robert Deguenon, une fois encore, merci. Vous êtes toujours au rendez-vous et toujours à l'heure. Je vous remercie. Alors, selon vous, la maîtrise de l'eau, ça revient à quoi concrètement? Quand on parle de maîtriser l'eau, c'est l'amener, n'est-ce pas,
à proximité des racines des plantes pour qu'elles puissent en bénéficier. Ça, c'est dans le cas où il n'en a pas assez. Mais parfois, il peut arriver qu'il ait excès d'eau. C'est l'évacuer, l'amener de là où elle se trouve pour empêcher l'asphyxie des racines. Donc, c'est des techniques, tout un ensemble de techniques pour pouvoir apporter de l'eau de manière artificielle à l'eau ou bien pour pouvoir l'évacuer là où il en a de trop. Alors, et quand on parle d'hydraulique agricole, est-ce que c'est la même chose ou bien il y a de petites différences? Oui, là, avant de parler d'hydraulique agricole, on parle d'hydraulique. On va définir ce que c'est que l'hydraulique d'abord. L'hydraulique, c'est une discipline scientifique qui étudie l'utilisation de l'eau dans plusieurs domaines. Ça peut être dans l'alimentation, on parle d'hydraulique villageoise. Ça peut être dans l'industrie, hydraulique industrielle, mais quand il s'agit de l'agriculture, on parle d'hydraulique agricole. Donc, c'est un ensemble de techniques qu'il faut pour pouvoir amener l'eau, n'est-ce pas, et là où il en a, pour pouvoir l'évacuer. Bon, mais c'est plus sophistiqué, c'est tout un ensemble. On insiste ici sur la science, sur une discipline scientifique qui étudie, parce que cette étude constitue une science en fait. Et à quelles conditions on a besoin d'appliquer l'hydraulique agricole à nos cultures? Oui, je disais, n'est-ce pas, que c'est une science pour faire du drainage, pour évacuer l'eau, ou bien pour pouvoir faire de l'irrigation, il faut pouvoir étudier tous ces mécanismes au laboratoire. Et c'est le fait d'étudier, l'étude de tout ça là qui donne l'hydraulique, n'est-ce pas, que ce soit villageoise, hydraulique et agricole, tout ça là, ça rentre beaucoup plus dans l'étude des principes pour pouvoir donner de l'eau. Alors, dans tous les cas, quand on parle de maîtrise de l'eau dans le domaine agricole ou même de l'hydraulique agricole, dans tous les cas, on parle de l'eau et de l'agriculture. C'est ce qu'on retient. Oui. Alors, comment procéder finalement pour l'arrosage dans un contexte de changement climatique où les pluies aujourd'hui ne sont pas régulières, elles sont irrégulières? Oui, c'est bien que le contexte de changement climatique, quand on parle de contexte de changement climatique, on parle de rareté des pluies. Ou bien d'excès des pluies. D'excès de pluie. Dans le premier cas, quand il n'en a pas assez, on devait pouvoir accumuler l'eau. Accumuler l'eau au moment où il n'en avait pas, où il pleuvait beaucoup, n'est-ce pas, pour pouvoir l'utiliser quand il va en manquer. Donc, c'est ce que je disais tantôt hier, c'est ce qui manque souvent, quoi. C'est-à-dire, nous, on n'arrive pas à faire, n'est-ce pas, cet approvisionnement, n'est-ce pas, d'eau. Quand il a l'excès, par les processus de jour là, de barrages. Dans certains pays, il y a beaucoup de barrages. Moi, je parle de barrages, surtout quand vous allez, n'est-ce pas, et au Burkina Faso, au Mali. Les gens ont cette technique d'accumuler l'eau, de faire des barrages pour accumuler l'eau au moment où il y en a. Parce que quand il pleut, le changement climatique nous amène beaucoup de pluie quand on n'en a pas besoin surtout. Et quand il pleut, il faut pouvoir, n'est-ce pas, accumuler cette eau, réserver cette eau pour pouvoir l'utiliser au moment où on n'en a pas. Ce n'est pas nécessairement, il y a parfois des cas où quand il y a abondance, nous avons l'inondation. Nous avons l'inondation. Il va falloir, n'est-ce pas, que nécessairement on évacue l'excès d'eau par des techniques que nous allons développer sûrement dans un autre show là. Et par le drainage, on va évacuer l'excès d'eau, n'est-ce pas, par des techniques. Ça peut être par des tuyaux perforés qu'on installe dans le sol ou bien par des rigoles qu'on creuse parallèlement à la pente du sol pour pouvoir faire évacuer l'excès d'eau qui se trouve. Est-ce que l'agriculteur lui-même il peut le faire ou il fait appel à des techniciens qui maîtrisent la méthodologie? Là, l'agriculteur ne pourra pas le faire sérieusement. Il faut vraiment la politique de faire. Il est obligé de faire appel à des techniciens.
à des techniciens qui s'y connaissent très bien pour pouvoir l'aider à le faire. Il va payer pour le matériel, pour le service rendu, bien sûr, mais c'est parfois ça qui fait que le paysan qui n'a pas suffisamment de ressources n'arrive pas à le faire. Peut-être il abandonne là où il devait faire sa production, ou il le fait vraiment avec des résultats vraiment très, très, très maigres. Donc, et ce qui agit forcément sur son rendement à la fin. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, et c'est les problèmes que les paysans peuvent avoir quand il a excès d'eau ou quand il a manque d'eau. Et je suppose qu'ici, il est opportun de rappeler que l'excès de l'eau, ça nuit aussi à la production agricole. Oui, c'est ce que je disais. Quand il a trop d'eau, les racines sont asphyxiées. Les racines, puisqu'il a ce qu'on appelle l'atmosphère et du sol aussi, hein, il doit avoir de l'air. La racine, comme les parties aériennes, doit respirer. Sinon, ça va pourrir. Quand il a trop d'eau, la racine va pourrir et il ne pourra plus jouer, n'est-ce pas, son rôle d'aspiration d'éléments nutritifs dans le sol. Et aujourd'hui, vous parlez des techniques d'irrigation que les agriculteurs, sinon les producteurs eux-mêmes ne maîtrisent pas réellement. Mais outre les techniques d'irrigation, est-ce qu'il existe de techniques de stockage de l'eau? Oui, techniques de stockage de l'eau, je viens de le dire tantôt, c'est les barrages. Hein. Mais ça, c'est à un niveau beaucoup plus grand. C'est ça, et ça doit coûter très cher, hein, parce qu'on n'érige pas sur une petite exploitation, par exemple, comme celle que nous avons vue dans le reportage. Oui, il a des méthodes qui sont moins onéreuses, qu'on peut utiliser. Les gens font des fourrages, ils font des trucs là, des étangs où ils mettent des bâches dedans, donc ils canalisent l'eau qui remplit ces étangs-là, qu'ils peuvent utiliser et au moment où il manque d'eau. Donc là, c'est beaucoup moins onéreux. Mais quand il s'agit des barrages, c'est beaucoup... Est-ce qu'on en a justement au Bénin? Oui. Quand on prend notre... Non, c'est pas encore entré dans nos pratiques. Ça nous fait quand même un frein à oui, notre agriculture. Vrai, parce que est-ce qu'on n'a pas de barrage, Estelle Pazou? Je pense qu'on doit en avoir dans le nord. Dans le nord, il y a quelques barrages, qui sont mal entretenus, moi je le dis. Ouvertement ici. Donc on en ces a, barrages ne sont mais pas ce n'est pas entretenu, donc du coup ne servent pas. D'abord, il n'y en a pas assez, mais ce n'est pas bien entretenu. Donc ça devait être des infrastructures vraiment assez et justement, M. Deguenon, quelle est selon vous aujourd'hui la politique à mettre en place par le gouvernement ou bien les autorités compétentes, les ONG? Nous, au Bénin, ici, on gaspille l'eau. L'eau nous arrive de partout, mais on laisse couler ça dans l'océan. Donc ces barrages-là, on doit les multiplier partout. Partout pour pouvoir servir à l'agriculture et à l'élevage. Ça coûte cher, ce n'est pas à la portée du simple paysan. Ça c'est des trucs macroéconomiques que l'État doit, n'est-ce pas, mettre la main à la poche pour... Donc si on conclut rapidement, c'est que les barrages, il faut déjà le haut niveau, il faut l'implication des organisations non gouvernementales et des autorités compétentes. Oui. Mais pour nos petits exploitants, ils n'ont pas forcément besoin des barrages. Encore que pour y aller, ils peuvent se mettre ensemble. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire? Ils ont forcément besoin des barrages. Mais ils n'arrivent pas à le réaliser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens pour le réaliser eux-mêmes. Donc vraiment, c'est des opérations macroéconomiques que l'État doit, n'est-ce pas, faire pour avantager les paysans, pour leur permettre de produire encore davantage. Et aussi développer l'agriculture. Et je tiens à préciser qu'il ne revient pas seulement aux agriculteurs ou aux producteurs d'économiser l'eau, il revient à chacun de nous, à la maison, n'importe où on est, d'économiser l'eau parce qu'on en aura toujours besoin. On en a toujours besoin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Deguenon, Estelle Pazou, vous avez quelque chose à ajouter rapidement en 15 secondes, je vous l'accorde. En fait, c'était ma conclusion, inviter tout le monde à économiser l'eau. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait partie des défis majeurs, en tout cas, de toute la planète, parce que cette ressource, elle est inégalement répartie. Et avec les changements climatiques, nous voyons qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus arrosées que d'autres. Donc, une gestion de cette ressource est donc nécessaire. Merci beaucoup à notre invité. Merci à notre collègue, à ma collègue Estelle Pazou pour cette rubrique.
monde agricole. Nous allons passer à présent à l'ESPER. Bonsoir, nous avons sur ce plateau Monsieur Moïse Sodokin, il est président à IESEC. Bonsoir Monsieur Sodokin. Bonsoir, madame. Ça fait plaisir de vous recevoir sur BB24. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant, oui, si je comprends bien. Et nous allons parler aujourd'hui avec vous de leadership. Alors je me pose juste une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais rêvé d'être leader, de prendre les rênes d'une équipe, de diriger une équipe, de se voir propulsé au devant d'une scène? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais rêvé de cela? En tout cas, par vous. En tout cas, pas moi, et en tout cas, pas vous, parce que clair, vous êtes au devant de la scène, et je pense toute personne a cette ambition au fond de lui d'être au devant de la scène, de pouvoir diriger, de pouvoir être une source d'inspiration pour les autres, de pouvoir être un agent de changement positif pour la société. Donc, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous avons quelque chose qui sommeille en nous. Et le plus important sur le thème de leadership, c'est que nous croyons que chaque jeune, tout le monde, autant que nous sommes, nous avons un potentiel en nous qui sommeille et que nous pouvons réveiller. Qu'on peut réveiller rapidement, et cette flamme, on peut l'allumer et la garder longtemps, toute sa vie. C'est possible. On peut être leader tout petit. À quel âge déjà on peut commencer à rêver d'être un dirigeant? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'âge pour être un leader. Être un leader, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de période spécialement dans la vie pour être leader. On dit souvent qu'il y a des leaders nés, il y a des gens qui sont charismatiquement des leaders naturellement. Mais il y en a qui cultivent, voilà. Qui le développent et qui le cultivent. Et c'est là où l'importance des organisations comme AIC, comme la ICI, comme d'autres organisations de jeunes qui œuvrent dans le développement du leadership des jeunes, qui leur permet de développer leur leadership au travers des expériences qu'ils développent au travers des projets que nous faisons ou des initiatives et autres. Justement, rapidement, présentez-nous votre association. AISEC est une organisation internationale de jeunes étudiants et sans diplômés. Leur permettant de développer leur leadership au travers des expériences de travail en équipe, mais aussi au travers de nos opportunités de stage à l'international que nous offrons. Nous sommes présents dans 5 pays de par le monde. Et nous sommes présents au Bénin depuis 12 ans. AISEC a été reconnue comme l'une des meilleures organisations et spécialement la deuxième meilleure organisation de jeunes œuvrant dans le leadership au Bénin. Nous avons beaucoup de nos anciens membres aujourd'hui qui, malgré que nous sommes qui sont dans la politique. Parce qu'en fait, le point de chute de tout ça, je crois, c'est la politique, hein, où on a la possibilité d'être facilement ministre, d'être directeur d'une grosse société de l'État. Sinon, quelle est la finalité? La finalité, c'est de pouvoir aujourd'hui permettre aux jeunes de pouvoir développer leur leadership, mais surtout d'être des agents de changement positif dans la société de demain. Vous savez, aujourd'hui, l'importance même de l'essence de l'AISEC, c'est de permettre aux jeunes de développer le leadership aujourd'hui au travers de nos comités au niveau local, mais surtout pour que demain, quand ils seront dans la communauté, quand ils seront des managers, quand ils seront des dirigeants, qu'ils puissent vivre des valeurs que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des valeurs dans l'organisation, nous avons aussi l'expérience naturellement. Donc quelqu'un qui a fait AISEC, qui a fait toute autre organisation, ne voudrait pas forcément devenir politicien. Là aussi, c'est pas devenir politicien. Aujourd'hui, vous avez des leaders qui sont dans le monde des affaires. Vous avez on a besoin de leadership dans le monde des affaires, on a besoin de leadership. Un peu partout dans tous les secteurs d'activité. Et c'est pourquoi nous croyons que le leadership est la solution à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de l'environnement. On a besoin de leaders qui ont de la vision, des leaders qui comprennent aujourd'hui les enjeux d'aujourd'hui et qui peuvent prendre des actions pour le futur. Pour impacter leur environnement. Pour impacter leur environnement. Donc quand on parle de leadership, le plus important c'est l'impact d'abord. Ce n'est pas forcément
la politique, mais ce n'est pas forcément les enjeux personnels, mais c'est surtout l'impact sur un grand nombre. Donc, pour accéder à un développement concret, à un développement réel, nous avons forcément besoin d'associer l'aspect leadership dans tout ce que nous faisons. Et dans ce sens, qu'est-ce que AIESEC fait concrètement et quelles sont ces opportunités que cette association met à profit de... Oui. Merci beaucoup. AIESEC, comme je l'ai dit tout à l'heure, AIESEC permet aux jeunes de développer le leadership. Donc, permet aux jeunes de développer le leadership. C'est le leadership que nous voulons que les jeunes puissent développer. Mais nous le faisons de façon plus concrète au travers... Comment? À travers des projets que nous organisons. Donc, nous organisons des projets à impact communautaire sur lesquels nos membres, les membres de l'organisation travaillent. Mais nous permettons aussi à des jeunes de l'extérieur de venir travailler sur ces projets-là ici. Donc ça permet un brassage culturel qui favorise encore une fois aux jeunes d'être confrontés à un environnement challengeant qui les amène à se surpasser, ce qui les amène aussi à avoir un esprit critique et à ne pas seulement se plaindre des problèmes des problèmes de la communauté. Donc un leader aussi doit être orienté solution. Et un leader doit aussi être ouvert aux critiques, aux observations. Aux observations. Le leader de notre monde d'aujourd'hui a aussi besoin d'être un citoyen du monde. Donc ne pas seulement être calqué par rapport au Bénin, ne pas seulement calqué à Cotonou. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont jamais allés à Porto-Novo. Ce qui explique donc cette pluralité que AIESEC essaie donc de mener, d'entretenir avec ces jeunes-là. Effectivement. Alors dites-nous... Le dernier point qui est important, le leader de notre monde aujourd'hui doit être aussi capable d'impacter d'autres personnes, doit être capable d'inspirer. Et quand vous dites il doit d'inspirer à travers l'action, pas seulement d'inspirer à travers la parole comme ça se voit aujourd'hui, mais un leader de notre monde aujourd'hui doit être capable d'inspirer à travers l'action, pas seulement à travers la parole. Donc c'est les 4 éléments qui caractérisent aujourd'hui le leader dont le monde du XXIe siècle a besoin. Donc ce que nous faisons, c'est ça, donc permettre aux jeunes des projets sur lesquels nous recevons des stagiaires. Donc nous permettons aux jeunes béninois de travailler sur des projets, nous permettons aux jeunes béninois d'aller travailler sur des projets à l'international, donc des stages de volontariat. L'association est-elle ouverte à tout le monde pour avoir accès à cette association, à votre groupe, à votre creuset où vous formez au leadership? Comment ça se fait? L'organisation est ouverte à tout jeune de 18 à 30 ans, mais qui doit être forcément des étudiants récents diplômés. Étudiants récents diplômés inscrits dans une fac. Donc, c'est pour ça, si vous êtes jeune et que vous avez entre 18 et 30 ans et vous êtes étudiant récent diplômé, AIESEC vous accueillera naturellement. Ah, mais ça, c'est très bien ça. Et on n'a pas forcément besoin de payer quelque chose. On se dirige vers vous, on vous appelle. Il y a des périodes de recrutement, que nous faisons au niveau national, mais aussi au niveau de nos comités, au niveau local. Et si vous êtes intéressé, soyez à l'écoute ou vous pouvez aller sur notre site web www.aisec.org et avoir toutes les informations sur comment s'inscrire au niveau national, mais au niveau aussi international. Si vous avez, il y a des opportunités de stage. C'est ce qui est super important, il y a des demandes de stage à l'international. Qui peuvent vous envoyer à l'extérieur et vous permettre d'être confronté à d'autres réalités. Puisque c'est aussi ça, il ne faut pas que rester chez soi, il faut voir ce qui se passe ailleurs, se frotter à d'autres expériences et pouvoir en tirer de la graine. Effectivement. D'accord. Alors comment est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact de votre association sur le développement local déjà? Quand je prends le cas du Bénin. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer l'impact que nous faisons? C'est déjà au travers des résultats de nos programmes. Comme on a des projets et il y a des indicateurs clés de performance par rapport à chaque projet. Donc, un projet qui est mis en place, il y a des objectifs clairs dès le départ et à la fin, on fait l'évaluation. Le bilan, l'évaluation. Ça, c'est à court terme. Maintenant, à moyen terme, nous sommes engagés sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, AIESEC fait partie des organisations de jeunes qui se sont engagés à New York durant le lancement des objectifs de développement durable. Donc nous sommes aussi aujourd'hui évalués par rapport à ça, par rapport à comment est-ce que les stages de volontariat, les stages professionnels que nous faisons sont orientés à atteindre des objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, on peut indiquer le Bénin, AIESEC Bénin a par exemple mis à près de 200 jeunes béninois pour cette année d'aller faire des stages de volontariat
et recevoir aussi des stagiaires ici. Ça, c'est l'impact direct. L'impact indirect, c'est près de 5 000 à 7 000 personnes qui sont touchées indirectement par rapport à ces projets. Donc, on aspire à faire plus et c'est le moment d'interpeller toutes les parties prenantes qui pourront nous soutenir. Et les bonnes volontés, parce que c'est toujours pas gagné d'avance. C'est pas évident pour une association de jeunes avec de nobles idées d'avancer sans un tout petit appui technique, financier, matériel. Et nous remercions déjà aussi à toutes les structures, premièrement à BB24 pour le soutien et pour la visibilité qu'ils nous donnent. Aussi les structures au niveau étatique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme qui soutient beaucoup, l'Office béninois des services de volontariat qui nous soutient beaucoup aussi, et aussi des structures de la place que je ne voudrais pas citer pour que tout à l'heure on ne m'arrête pas là. Oui, pour ne pas passer à la direction des relations publiques. Alors dites-nous, pour former un leader aujourd'hui, j'ai entre 18 et 30 ans, je veux être leader, ça doit me prendre combien de temps si je viens auprès de vous? D'abord, il y a quelque chose qui est super important sur lequel on doit revenir rapidement. Le leadership n'est pas une question de temps. C'est pas je suis leader pour 2 ans, je suis leader pour 3 ans et c'est fini. Mais pour acquérir le B.A.B.A. Pour acquérir le B.A.B.A., ça dépendra de votre volonté, de votre disponibilité. Aptitude aussi à capter les choses, à vous adapter. À vous adapter. Sinon, le leadership, c'est un voyage interminable, comme on le dit. Est-ce qu'on peut l'assimiler à une aventure, à une randonnée, à un voyage? Effectivement, c'est un voyage. Le leadership est un voyage. Et l'un des grands du leadership aujourd'hui, quand on parle de leadership, on parle de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a été leader durant toute sa vie. Donc, c'est par rapport à ça, quand on parle aujourd'hui de Barack Obama, c'est quelqu'un qui est leader, mais il n'a pas été leader sur un temps donné et c'est fini. Donc ça, c'est des leaders qui inspirent. Et les leaders qui inspirent vraiment, c'est les leaders qui inspirent infiniment. Et qui défendent aussi des valeurs. Parce qu'on n'est pas leader, imaginez toute sa vie et ne rien avoir à défendre ou bien qui peut inspirer la jeunesse, c'est pas possible. Il faut forcément avoir des valeurs. C'est là où les valeurs que nous défendons, c'est démontrer l'intégrité, vivre la diversité, tendre vers l'excellence, participer activement et c'est ça. Donc on assure de vivre vraiment ces valeurs-là au jour dans ce que nous faisons, dans nos activités. Et on s'assure aussi que même quand on finit les cycles, par exemple, moi je suis en train de finir, je suis président national, il me reste quelques jours. Pour passer le témoin, pour laisser la chance à une autre équipe aussi de faire l'expérience. De faire l'expérience, c'est ce qui est aussi important, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui s'appellent leaders, mais qui restent à la tête des organisations de façon interminable. Des organisations réellement qui sont respectables. En fait, c'est aussi ça une des valeurs qui caractérise un leader, c'est de savoir laisser les choses à temps. Et surtout préparer la relève. Pas seulement laisser les choses, mais préparer la relève. Voilà. Préparer la relève. Donc, depuis bientôt 5 mois, j'ai déjà un président élu qui devait normalement être ici parce qu'il prépare actuellement un voyage. C'est pourquoi il n'est pas venu. C'est lui que j'aurais voulu qu'il soit avec vous. Est-ce qu'il arrive à un moment, c'est vrai, le leader c'est déjà dans la tête, dans le mind, où il faut se dire mais écoute, je veux y aller, vaille que vaille, contre vents et marées, j'ai des valeurs que je dois défendre, je dois inspirer la jeunesse, je dois impacter ma génération. Mais est-ce qu'il arrive des moments de faiblesse, des moments de trouble de leader? Et quand ça arrive, comment est-ce qu'il faut surmonter la pente? Ça, c'est vrai. Il y a eu des moments où on est, en tant que leader, et c'est ce que beaucoup... On perd ses moyens, on perd vraiment ses moyens. Généralement, ce que beaucoup pensent, c'est qu'en tant que quand tu te dis leader, bien quand tu es leader d'une organisation, bon, c'est que tu ne dois pas avoir de soucis, mais tu ne dois pas avoir des moments creux aussi. Mais bien non. C'est bien ceux-là, en tout cas ceux qui sont généralement des leaders, qui ont beaucoup plus souvent aussi besoin d'être soutenus. Et c'est pourquoi il est important de se faire entourer par des gens qui ont la même vision et qui peuvent te soutenir durant des moments de creux. Donc, il faut avoir une équipe solide et qui adhère à ta vision et qui comprennent tes difficultés, qui comprennent aussi, qui te connaissent aussi. Merci beaucoup, M. Sodokin, président AESEC, d'être passé nous parler de leadership étudiantin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que les jeunes étudiants ont perçu le message, ils l'ont saisi.
Merci d'être passé nous voir. Chers amis, vous avez compris, être leader, c'est aimer les challenges, c'est aimer voir, découvrir d'autres expériences, c'est être ouvert aux critiques, ça fait évoluer et ça vous fait gagner des points. Alors, d'une rubrique à une autre, on part maintenant découvrir ce que c'est que la formation en musique. Quelles sont les possibilités de chances que nous avons à nous faire former ici au Bénin si nous voulons être musiciens, artistes, et c'est dans Horizon Culture. Horizon Culture va recevoir Meshak Adjaro. Il est artiste, formateur, arrangeur. Nous allons parler de formation avec lui dans le secteur de la musique. Mais le temps de l'installer à la même place que notre invité Sodokin, nous allons regarder ce reportage de Sylvania Tchanou. Chanter est un art. Il fait appel à l'ensemble de production de sons musicaux à l'aide de la voix. Pour préparer et coordonner un groupe de chanteurs, on fait appel au maître de chœur. C'est lui qui coordonne tout ce qui se passe au niveau chant. Que ce soit au niveau de la voix, au niveau des instruments, il est celui qui coordonne tout. C'est pour ça que je l'appelle le manager en chef. Le rôle du maître de chœur ici est un rôle important que nous confions à Dieu, car il est le seul pourvoyeur de tout savoir. Comme le rôle de tout autre maître de chœur de l'église du christianisme céleste, je crois que le rôle c'est de diriger, c'est un rôle de direction de la chorale. Posséder d'excellentes connaissances musicales est un atout favorable que doit posséder un chef de chœur. Pendant la représentation, il vérifie les entrées et sorties des différents chanteurs. C'est aussi lui qui commande toutes les interventions d'un élément musical. Quand je prends le chant, non seulement je bats le temps pour le batteur, je bats le temps pour le chœur et en même temps j'invite le chœur à prendre certaines parties de la chanson. Quand je fais comme ça pour mon chœur, parce que je les ai déjà habitués, ils savent que c'est le refrain que je veux. Maintenant, ce qui est universel, quand je fais comme ça, on sait que c'est le premier couplet que je demande. Comme ça, deuxième couplet, ainsi de suite. Tout ce qu'on fait à la chorale est signé. Quand je dis signé, ça dépend du morceau, ça dépend du tempo, ça dépend aussi de la mesure. Les mesures à 4 temps, ça se bat 1, 2, 3, 4. Et dans ce mouvement-là de bras, dans ce mouvement, nous arrivons quand même à demander au chœur, lorsque, en battant la mesure, on fait ça, on leur demande de chanter modéré, de chanter un peu bas. C'est sous des lois, des conventions qu'on bat les mains là. Donc le messie, ça va avec la mesure en cours. Concernant les mesures simples, on peut avoir les mesures à 4 temps, les mesures à 3 temps, bon, 4 quarts, 3 quarts, ou les mesures à 2 temps, 2 quarts. Vous allez constater tantôt les voix sont haut, ça c'est forte et fortissimo. Donc quand le maître de chœur élève ses mains vers le haut, fait comme ça veut dire que monter vers le forte, bien vers le fortissimo. Mais par contre, quand le maître de chœur fait comme ça par exemple, ça veut dire que aller un peu plus bas, donc aller dans le piano, si possible dans le pianissimo. Dans la plupart des congrégations religieuses disponibles ici au Bénin, le maître de chœur ne suit pas une formation particulière, mais naît avec ce don. Nous n'avons pas encore une telle organisation à notre sein. Mais Dieu nous donne la force nécessaire afin d'accomplir notre tâche quotidienne. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité, c'est un atout majeur. Parce que si tu ne sais pas manipuler les instruments, surtout en particulier l'orgue, parce que parlant de maître de chœur, l'instrument qui va avec le maître de chœur, c'est l'orgue. Quand tu sais manipuler l'orgue, ça veut dire que tu peux intervenir au niveau de tous les autres instruments.
Dans la plus vieille institution religieuse catholique au monde, tout est une question d'organisation et de formation. Quand nous parlons de maître de chœur au niveau de l'Église catholique, il faut porter certaines précisions. D'abord, c'est quelqu'un qui a suivi une formation relativement dans la théorie musicale, l'harmonie musicale, et comment il faut coordonner, comment il faut harmoniser voix, instruments et les leads. Dans les temps passés, il n'y avait pas de formation parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fidèles au sein de l'église du Christ Céleste. Donc on fait avec tout juste celui qui peut chanter et rassembler les gens. Mais au fil des ans, ça a changé. Depuis quelques années, on a les formations, d'abord les formations administratives et les formations techniques. Le maître de chœur n'intervient plus seulement au sein d'une chorale. De plus en plus, il assure la coordination au sein des chœurs indépendants, professionnels, voire amateurs. Ça danse, ça chante, ça tape des instruments. Monsieur Mécha Kadjaro, bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est votre univers, hein, c'est votre monde, puisque vous êtes artiste, vous êtes un arrangeur et vous intervenez également dans l'aspect de formation. En effet. Alors, parlons de formation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Bénin? Est-ce qu'on peut former aujourd'hui en musique? Comme dans les autres secteurs, nous avons une offre de formation dans le formel et nous avons une offre de formation dans l'informel. Et les chorales font partie un peu de cet informel, en même temps que nos couvents traditionnels, où on peut apprendre des choses sans être dans une école. Qu'est-ce que vous mettez dans formel et informel? Un circuit de formation informelle, c'est un circuit qui n'existe pas dans sa vocation première comme étant une structure de formation qui est censé être un simple groupe, un groupe de prière ou un groupe ou une association qui n'a pas vocation de formation, mais qui finalement forme, qu'on le veuille ou non quand même. Un peu qu'on en a vu dans ce reportage. Mécha Kadjaro, on va y revenir. Le temps pour nous de voir un peu du côté de la rédaction, qu'est-ce qu'il y a comme information, l'actualité, le 19h45 avec Nadège Sani. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le sommaire. 6e Forum régional de régulation de l'électricité à Cotonou. Plus de 200 experts venus des pays de la CEDEAO participent à ce grand rendez-vous qui vise à garantir l'application des normes en matière de régulation d'électricité. Devenir ingénieur en télécommunication en étant au Bénin, c'est possible et la formation est disponible sur place. À quoi s'attendre à la fin de la formation et quelles opportunités s'offrent aux étudiants? Un spécialiste nous éclaire dans un instant. Et puis, comment les journalistes sportifs en langue nationale vivent également la Coupe du Monde en Russie 2018. Vous suivrez dans un instant un reportage réalisé à ce propos à Radio Bénin, à la FIA. Depuis ce mercredi se tient à Cotonou la 6e édition du Forum de l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO AREC, placé sous le thème « Le marché régional de l'électricité, facteur clé de succès ». Cette réunion vise à garantir l'application des normes les plus élevées en matière de régulation, ceci pour parvenir à un marché régional de l'électricité durable et efficace dans l'espace CEDEAO. Rodrigue Babagweto nous en parle dans ce reportage. C'est un défi qu'il faut relever au plus tôt avec efficacité et durabilité. La maîtrise de la fourniture en électricité à un prix compétitif pour les populations et le secteur producteur préoccupe l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la sous-région de la CEDEAO, entendez AREC. Le secteur de l'électricité ou l'énergie électrique est la base du développement. Le Bénin est un pays de la CEDEAO. Et si vous connaissez bien
l'histoire et les défis auxquels le Bénin doit faire face en matière d'approvisionnement en énergie électrique, vous pouvez déjà imaginer ce qui se passe dans les autres pays dont la situation n'est pas complètement différente. Donc, il s'agit pour les experts de la CEDEAO, du secteur de l'énergie électrique, de réfléchir à voir comment trouver une solution au problème de déficit permanent des pays de la sous-région en matière d'énergie électrique. En Afrique de l'Ouest, le taux moyen d'accès à l'électricité est d'environ 25%, avec une demande potentielle non satisfaite de plus de 50%. Le présent forum marque le lancement du marché de l'électricité de la CEDEAO, un marché qui vise à garantir l'application des normes les plus élevées en matière de régulation. L'énergie du Bénin vient à plus de 65% du Nigeria et du Ghana. Le Ghana est relié à la Côte d'Ivoire, le Nigeria est relié au Niger. Donc ces pays constituent déjà un marché, un point d'échange d'énergie électrique. Chez nous, au Burkina, nous achetons déjà depuis plus de 10 ans l'électricité avec la Côte d'Ivoire, bientôt avec le Ghana. Ça veut dire que c'est une activité qui existe. Mais la particularité, c'est que ça va se faire dans un cadre régional. J'ai parlé d'échange entre nos différents pays, c'est du côté bilatéral. Maintenant, ça va être avec l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Nous allons rentrer dans une nouvelle ère de coopération où les règles sont déjà arrêtées et adoptées. C'est la discipline de groupe qui va permettre d'avoir du succès. Et quand on crée un marché, généralement la concurrence tire les prix vers le bas. C'est ce que nous attendons, pour que tout le monde puisse accéder à l'énergie au moindre coût, avec une qualité de service irréprochable. Après ce lancement, suivra une période d'environ 2 ans consacrée à préparer l'avènement de la deuxième phase du marché, celle d'un marché concurrentiel qui viendrait s'ajouter au marché des contrats bilatéraux existant dans la région depuis plusieurs années. Après le marché de l'électricité, le Bénin va accueillir les 19 et 21 juillet prochains la première édition du Salon international des mines, des carrières et du pétrole. La rencontre aura pour thème partenariat public-privé pour le décollage économique de l'Afrique. Selon Samo Seydou Adembi, ministre de l'eau et des mines, l'objectif de ce salon est de mobiliser l'ensemble des acteurs des secteurs concernés autour des richesses du sous-sol béninois. La population de Logozoré est mécontente. Elle dénonce la pollution de la rivière Clou par les déchets issus des activités d'une usine de fabrication d'alcool à base de manioc située dans la localité. Le ministre du Cadre de vie et le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement ont organisé un point de presse à ce propos hier mercredi. Laza Migan pour plus de détails. L'usine Yuken International, qui est à Logozoré et qui défraie la chronique, elle a été construite en 2002 sur une superficie normalement de 10 hectares, mais l'usine est pour le moment installée sur 5 hectares. Elle a démarré ses activités en 2003 dans le cadre de l'appui du gouvernement chinois au projet de développement de la filière du manioc qui a été initié par notre pays en 2001. Logozoré, comme vous le savez, se trouve dans la commune de Savalou. Ce projet de fabrication d'alcool à base de cossettes de manioc n'a pas été soumis à l'étude d'impact environnemental et social. L'activité principale de cette usine est la transformation de cossettes de manioc en alcool avec l'ajout de quelques enzymes et levures dont il nous est difficile pour le moment de connaître la nature exacte puisque les promoteurs ne nous ont pas laissé la main. Normalement, cette usine devrait réaliser une étude d'impact environnemental et avoir un certificat de conformité environnementale, ce qui n'a pas été le cas. Voilà pourquoi, dès que nous avions appris et on a reçu des plaintes, on les a soumis aux audits. À travers ce point de presse, le ministère du Cadre de vie et du développement durable veut rassurer les citoyens de la veille environnementale en place dans notre pays pour l'assainissement de notre cadre de vie
nous tenons à dire à nos populations que les tests réglementaires, les outils sont mis en place et sont en cours de renforcement pour garantir, suivant les articles 27, 28 et 29 de notre Constitution, un environnement sain à chaque citoyen. Plusieurs apprenants en télécommunications suivent des formations dans le secteur qui aboutissent à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur. Que doit être le contenu de la formation? Quels sont les débouchés? Voilà autant de questions qui trouvent réponse dans cette interview de Fabrice Dako, formateur en télécommunications et réseaux. Ce sont des propos recueillis par Axel Dancy et Boris Aïna. L'ingénieur télécom et réseau, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les problématiques qui existent dans une entreprise ou dans un domaine et qui propose des solutions pour régler ces problèmes. Je prends un exemple. Je viens dans une entreprise où ils n'ont pas un réseau pour communiquer. Mon premier travail consiste à mettre en place un réseau, une infrastructure réseau, pour pouvoir permettre à ces gens de communiquer facilement, en n'étant même pas connectés à Internet, mais en étant connectés entre eux, de partager des fichiers. Je viens de régler un problème. Je peux dire, ok, d'accord, puisque nous venons de régler un problème, il faut maintenant se connecter à Internet. Je dois aller maintenant chercher quel opérateur qui puisse me donner la connexion Internet pour satisfaire les besoins de mes clients. Parce que nos clients, ce sont nos utilisateurs. Et donc, c'est eux, on veut rendre la vie facile à ces utilisateurs. Si, par exemple, je connais, je ne sais pas moi, une entreprise qui a une application, je vais dire, pas une application, mais Excel, pour gérer son entreprise. En tant qu'ingénieur, informaticien ou ingénieur réseau, tu vas pouvoir aider cette entreprise à mettre en place une application pour gérer ses ressources humaines, ressources matérielles, le stock, la vente. C'est des services que nous sommes appelés à rendre à nos utilisateurs qui sont en fait nos clients. L'emploi dans le domaine des télécommunications existe. Ça existe dans ce cadre où si vous sortez ingénieur d'une école d'ingénieur, vous avez les compétences, les bagages qu'il faut. Il vous suffit, je vous assure, il vous suffit quelques entretiens. Les recruteurs voient déjà en vous le génie qui veut me régler des problèmes. Parce que c'est ça son problème. Lui ne vous appelle pas en entretien pour que vous lui racontiez des baratinages. Non, vous venez pour lui montrer que vous avez la compétence qu'il faut pour régler les problèmes que lui a sur son réseau. Il lui faut des ingénieurs de service. Il nous faut des ingénieurs de service. C'est-à-dire quoi? Des ingénieurs qui sont capables de créer des services numériques que des autres, les ressortissants d'autres pays peuvent venir chercher. Ok, aller au Bénin, ils ont fait ceci comme nous entendons parler un peu de Rwanda. Il y a beaucoup de services qui ont été implémentés aujourd'hui en Rwanda. Aujourd'hui au Bénin, on doit être en mesure de dire, ok, nous avons la compétence qu'il faut bien pour créer des services innovants. La Coupe du monde de football est relayée par tous les médias au quotidien. À l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, les journalistes en langue font également vivre l'événement à leurs auditeurs. Anthony Alaka et Herman Amégan se sont rendus à Radio Bénin à Lafia pour faire le constat reportage. Les derniers détails se discutent avant la prise d'antenne dans 15 minutes. Nous sommes à Radio Bénin à Lafia. Benoît et son équipe ont initié une émission spéciale pour la Coupe du Monde. Au niveau de Radio Bénin à Lafia, c'est 18 langues qui se côtoient. C'est parfois difficile à gérer, mais nous avons pu trouver 4 langues, à savoir le Fon, le Mina, le Yoruba et avec ces langues-là, j'allais oublier le Dendi, avec ces 4 langues-là, nous alternons. Chacun amène les informations relatives à la Coupe du Monde de façon spécifique et nous faisons un menu. Aujourd'hui, c'est le tour des journalistes sportifs en langue fon de décortiquer l'actualité du mondial. Donatien, l'animateur principal, arrive à la cabine technique très décontracté. Mais en studio, il va prendre un air beaucoup plus sérieux. 9h30, il reçoit dans son casque le générique de l'émission. C'est parti pour 30 minutes. Radio Bénin à Lafia, Didier Midobolo Gwemiton, COS, Kouton, Mipon, Gaminton, Lobulero, Gantene, à Daliji, Mitono Dele, Singweno et à Yumlemle, Béoton, Konukunukugo, Bédo, Russie, Sintomeyo. À la date de notre tournage, au menu de l'émission, la défaite de la Tunisie face à l'Angleterre, la victoire de la Belgique devant le Panama. Ces affiches sont analysées et commentées
Panama L'exercice a duré 20 minutes et puis l'antenne aux auditeurs pour leur pronostic sur les matchs du jour. Le combiné ne cesse dès lors de crépiter. Oui, allô. Et comme ils t'ont blanc clé les concours Sénégal, Sénégal 2. 10 heures dans le studio de Radio Béni Alafia. L'émission de ce mardi est terminée. Estelle, membre de l'équipe, ébauche un large sourire avant de nous confier son ressentiment chaque fois qu'elle est à l'antenne pour parler de la Coupe du Monde. Je me sens bien, je me sens dans mon plat parce que je suis les matchs et je fais un peu de commentaires aussi lors des matchs. Quand je suis les matchs, je fais les commentaires. Et puis avec ceux, vous avez dit femmes, mais avec les hommes, on fait les commentaires. Je crois que je ne suis pas en déphasage avec ce qui se fait. L'engouement des auditeurs galvanise aussi Donatien, qui prend du plaisir. Le foot, c'est la passion la plus partagée, c'est la ferveur. Donc, ça se vit très bien. Nos auditeurs sont en contact avec nous. Nous sommes le relais, nous sommes le relais et puis ça se passe très bien. Radio Béni Alafia est donc aussi aux couleurs de la Coupe du Monde, même si, comme d'habitude, le Bénin n'y est pas. Au Togo, le gouvernement veut raccorder 800 000 ménages et électrifier 550 000 autres ménages via le soleil d'ici 2030. Le gouvernement espère pour cette première partie du projet 180 milliards de francs CFA d'engagement des investisseurs. La deuxième partie du projet va nécessiter 1 milliard de francs CFA et les autorités espèrent réunir 50% du montant des acteurs du privé. Cette deuxième phase est une combinaison technologique alliant extension du réseau et solutions hors réseau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Nadège Soni, merci à vous pour cette présentation. Belle soirée à vous. Bon retour dans votre famille. Nous, par ici, on continue le grand rendez-vous puisqu'il nous reste encore, disons, 2 plateaux, à savoir Horizon Culture qui est en cours avant qu'on aille à la rédaction et puis Nature et Bien-être. On n'oublie pas, évidemment, Actu Web et puis le retour à la météo. Alors, Horizon Culture aujourd'hui, qui a l'honneur de recevoir sur son plateau Meshak Adjaro, l'homme qu'on ne présente plus dans l'arène musicale béninoise, qu'il est artiste, formateur, arrangeur. Tout ça pour lui seul. Alors et tout à l'heure, Meshak, on parlait donc de cette formation. C'est vrai, elle existe aujourd'hui au Bénin en termes de musique, n'est-ce pas? Vous disiez tantôt. Oui, la situation qui prévalait en termes de formation musicale il y a 30 ans, il y a 20 ans, n'est plus la même aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques efforts qui sont faits en matière d'offres de formation sur notre territoire. Je disais que nous avons une offre dans l'informel et celle dans le formel. Et justement, on en était là tout à l'heure. On en était là. Tout ce qui est informel ne part pas du principe que c'est créé pour la formation. Je donne l'exemple d'un couvent qui n'est pas une école de formation, mais qui est à la base, n'est-ce pas, une structure, n'est-ce pas, de l'oralité traditionnelle et qui relève des cultes. Mais dans un milieu comme celui-là, eh bien, il y a de la formation musicale parce que... Avec des compétences, avec de la compétence avec aussi. Avec de la compétence. Des gens qui maîtrisent avec des instruments qu'il faut. Il y a de la compétence. Il y a un temps au bout duquel vous accédez aux instruments. Il y a un temps au bout duquel vous accédez au chant. Vous observez les autres faire. Vous avez des maîtres. Vous êtes des disciples. Et quand vous êtes prêt, eh bien, vous allez au-devant de la scène et vous pouvez participer à des sorties publiques. Et dans le milieu des églises aujourd'hui, également dans le milieu chrétien, il y a cette espèce de formation dans les chorales qui ne dit pas son nom, mais qui a connu quand même un essor fulgurant. Un essor fulgurant. Nous avons eu beaucoup d'artistes confirmés
qui n'ont pas fait d'école de musique, mais qui à la base étaient dans des chorales et qui ont eu le temps de développer, n'est-ce pas, leurs aptitudes, qui ont cru en eux avec le temps et qui sont allés dans le métier. Mais ça, c'est l'informel. D'accord. Est-ce qu'on peut, au regard justement de ces résultats, parce que comme vous le dites là maintenant, il y a des artistes aujourd'hui qui sont confirmés, qui ont fait leur premier pas dans des chorales. Est-ce qu'on peut citer ces chorales comme étant des écoles de formation? Est-ce qu'on peut les citer, même si elles ne sont pas formelles? Le creuset de formation que constituent les chorales est indéniable. Et ce n'est même pas le Bénin qui a commencé. Hein, voyez-vous. Aux États-Unis, c'est le top 1. On l'a vu avec Whitney Houston, on l'a vu avec Beyoncé, on l'a vu avec beaucoup d'autres artistes qui sont partis des chorales au départ, qui chantaient gospel. On l'a vu, cette Lauryn Hill qui chantait avec The Fugees, qui était à la base dans une chorale. Ça existe, c'est connu. Mais pour être une école, il faut bien plus qu'une simple opportunité de chansons, de danse, de musique. Qu'est-ce qu'il faut alors pour une école? Et où est-ce que nous en sommes en termes d'école, cette formation que vous appelez formelle au Bénin? Alors, il faut déjà cibler un secteur, un sous-secteur de la musique. Parce que la musique, c'est un monde très vaste. Quand vous dites « j'ai une école de musique », vous n'avez encore rien dit. Nous devons savoir si vous formez pour la musique traditionnelle, enfin endogène, si vous formez pour la musique contemporaine, si vous formez pour le jazz, si vous formez pour la musique classique. Donc il n'y a pas question de faire le tout ensemble. On peut faire tout, mais c'est une machine énorme. Il y a très peu d'écoles au monde qui embrassent tous les genres musicaux. Il y a très peu d'écoles, on peut les compter. Ils craignent de mal étreindre après, Ils justement. craignent de mal étreindre à force de trop embrasser. Et donc, il faut déjà cibler. Ensuite, vous ciblez votre public. Est-ce que vous faites une école de musique pour amateurs ou est-ce que vous faites une école de musique pour professionnels? Au Bénin, ici, ces écoles que nous avons, que vous connaissez, forment pour quelle catégorie d'artistes? Alors, déjà, nous n'avons aucune école de musique à proprement parler au Bénin. Nous avons des initiatives qui sont des phases pilotes, notamment dans le primaire, dans le secondaire et dans le supérieur, et qui visent à créer une chaîne qui permette à un enfant lambda béninois, ou d'ailleurs vivant sur le territoire, qui s'inscrit, de pouvoir suivre un cycle qui lui permette, exactement comme dans les lycées techniques, de finir avec un background qui lui permet d'embrasser la matière artistique, mais d'avoir à côté, n'est-ce pas, un minimum de connaissances générales, de culture générale, pour pouvoir faire des études de droit ou de finance ou de management et compléter sa formation. Et donc, le Siamo Awida, qui est une initiative béninois-américaine, se concentre sur le primaire. SOS Village d'enfants avec l'école d'art Herman Miner à Calavi se concentre sur le secondaire. Et l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de culture, où j'enseigne à l'université, se concentre sur le supérieur. Mais il y a pour l'instant un grand hiatus entre ces différents niveaux parce que ce sont différentes structures qui les proposent à différents points d'ancrage du territoire et ce n'est pas le même enfant ou le même citoyen qui fait tout le cursus pour l'instant. Et donc ça reste encore à faire à ce niveau-là, mais ce sont des expériences formidables qui permettent, dans le primaire ça n'existait pas, dans le secondaire et dans le supérieur, d'avoir des offres de formation artistique en général et musicale en particulier et d'aboutir à des diplômes qui sont reconnus par l'État et qui sont reconnus dans le monde. Ça, c'est extraordinaire, ça n'existait pas. Et ça prend combien de temps, justement, cette formation et on sort avec quel parchemin? Au secondaire, vous sortez avec l'équivalent d'un bac, c'est un DT. Vous faites un CAP après 3 ans et vous faites un DT après 3 autres années, ça fait 6 ans au lieu de 7 pour le secondaire. Et c'est exactement comme dans un lycée professionnel. Et c'est l'État qui délivre ces diplômes-là. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que ça se fait. Et aujourd'hui, vous avez un cycle licence-master à l'université en art et en option musique aussi. La première promotion de licence va sortir cette année. Et vous pouvez faire une licence en art, option musique. Aujourd'hui, au Bénin, ça n'existait pas. Mais ça ne règle pas tous les problèmes, parce que c'est une formation qui est aujourd'hui à cheval entre le théorique, la pratique, l'académique
et le terrain. C'est l'idéal, mais ce n'est pas encore tout. Il nous faut maintenant des conservatoires, il nous faut maintenant des écoles professionnelles. Mais qu'est-ce qui bloque dans la mise en place de ces structures de haut niveau quand vous parlez de conservatoires? Je vais d'abord dire que c'est une histoire de priorité et de vision de l'État. L'État, c'est nous tous, mais il y a des priorités. Et je sais, pour avoir participé à certaines études au niveau du ministère de la Culture, que je ne voudrais pas dévoiler ici, qu'il y a une vision prospective qui a prévu d'ici quelques années que nous aboutissions à de grandes machines de formation comme celle-là, mais qui veut régler le problème en commençant par les écoles et généraliser toutes ces expériences que j'ai déjà citées à toutes les écoles publiques et à toutes les écoles privées sur l'étendue du territoire pour que... Parce que pour l'instant, ce n'est qu'à Cotonou ou à Ouida? C'est à Cotonou et à Ouida et à Calavi. Et aujourd'hui, il faut que toutes les écoles puissent donner cette formation parce que le problème qui se pose, c'est que l'art, et en particulier la musique, comme on dit chez nous enfants, et non faut vous ne vous réveillez pas d'un sommeil et vous dites que ce qui est en train de distribuer et dont vous êtes complètement ignorant doit se faire en 3 parts. Parce que vous ne savez pas ce qu'on partage, vous ne savez pas combien de personnes sont disponibles. Et donc, vous n'arrivez pas à 30 ans ou à 40 ans ou à 52 ans pour dire « je veux sortir musicien », c'est trop tard. Il y a un certain nombre d'aptitudes, si vous voulez faire le métier, qui doivent être ancrées en vous très tôt. Dans certains pays, c'est à 3 ans qu'on commence par vous donner les outils. C'est un peu comme la danse, hein, où ça s'apprend dès le bas âge. La danse, la musique, le sport. Il y a certains domaines dans lesquels vous ne vous réveillez pas le matin parce que les articulations sont déjà cambrées, le cerveau est déjà positionné. Il est difficile de donner une forme à un bois qui est déjà bien sec. Et puis si vous insistez pour redresser un poisson qui est tordu, vous allez le manger en plusieurs parties. Donc, après, pour les amateurs, c'est possible à n'importe quel âge. Vous voulez le faire pour votre plaisir. Vous voulez le faire pour un aspect dévotionnel, chanter à la chorale, à n'importe quel âge vous venez. Donc, en termes de formation musicale au Bénin, il y a de grands défis à relever. Il y a de grands défis à relever, mais il est important de féliciter, d'encourager ce qui se fait déjà et qui n'existait pas et qui donne la possibilité à plusieurs centaines d'enfants, de jeunes, de commencer par embrasser la carrière. Mais il y a Est-ce que ces jeunes-là manifestent, est-ce qu'ils manifestent de l'engouement vis-à-vis de cette carrière qui, tout doucement, est en train de prendre son envol au Bénin? Je vais être honnête avec vous, nous n'avons pas un problème d'engouement en musique. Moi, ça fait plus de 15 ans que je rencontre des élèves et des étudiants. L'engouement existe. Ce qui manque, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. C'est les moyens. Ce qui manque, ce sont les moyens. Les moyens pour s'inscrire et faire une formation, mais aussi les moyens pour ceux qui exercent déjà, pour motiver ceux qui veulent entrer dans le métier, parce qu'ils n'ont pas l'impression... Avant de vous laisser partir, Méchac, en termes de moyens, ça coûte combien aujourd'hui quand on veut se faire former au Bénin? Je veux faire par exemple 3 ans, aujourd'hui je veux m'inscrire. Ça doit me revenir combien rapidement? 3 années de formation, vous êtes à peu près avec achat d'instruments, mobilisation d'études, parchemins, etc. Vous êtes dans les 500 000. C'est encore très abordable. 500 000, c'est abordable pour les uns, mais c'est faramineux pour d'autres. En tout cas, le débat n'est pas là. Nous encourageons les initiatives déjà existantes en termes de formation en musique au Bénin. Et puisqu'on dit quand il reste à faire, rien n'est encore fait, on estime donc que rien n'est encore fait au Bénin. Rien n'est encore fait au Bénin, entre guillemets. Merci beaucoup, Méchac Kadiaro. Bon retour chez vous, agréable soirée, retrouvez votre famille et revenez-nous la prochaine fois avec des informations encore utiles pour le développement de chacun et pour notre pays. La dernière rubrique que je vais installer, que nous allons animer tous ensemble, puisque vous allez me regarder, et moi avec notre invité, Monsieur Armand Arthur Gonsalves, qui est pharmacien, c'est nature et bien-être. Et pour le recevoir, c'est ce reportage de Marcel Betoro qui l'installe. Tokpa, l'une des plus grandes plateformes de vente de produits pharmaceutiques dont l'origine est souvent inconnue. Ce trafic sordide et criminel touche surtout les pays en développement, dont le Bénin. Les populations les plus démunies en font les frais. Elles sont attirées par les faibles prix par rapport aux médicaments vendus en pharmacie. Ceux qui vont vers les faux médicaments et qui vont attraper des maladies liées à la consommation de faux médicaments n'ont jamais les moyens pour se prendre en charge, pour se traiter.
c'est là où le bas blesse. Donc, il va falloir vraiment, si nous voulons demain beaucoup de cadres, nous voulons demain des travailleurs, nous voulons demain des paysans forts pour aller labourer et revenir, il faut que nous leur donnons, nous mettons à leur disposition les médicaments de bonne qualité et que nous les orientons. En plus des sensibilisations au sein de la population à consommer des médicaments pharmaceutiques, il faut surtout œuvrer à une disponibilité continue des médicaments de qualité. Si je prends l'effort qu'au Bénin, la centrale d'achat des médicaments fait, en mettant disponibles les produits pharmaceutiques génériques de très très bonne qualité. Parce que la lutte contre les faux médicaments aussi, c'est avoir la disponibilité de la qualité et l'avoir partout, sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 000 décès pourraient être évités chaque année à travers le monde si les faux médicaments n'étaient pas frauduleusement mis sur le marché pharmaceutique. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas les lois, les règlements, les textes, les organisations et les services pour prendre le relais de ces choses-là et faire des investigations. Pourquoi ? Pour amener les gens, les délinquants, les malfaiteurs, les trafiquants, les vendeurs de morts devant les tribunaux de façon à ce qu'ils répondent de leurs actes. L'État perd beaucoup. L'État perd beaucoup. Et malheureusement, non seulement nous perdons, mais ça nous expose à beaucoup d'autres situations que l'État sera obligé de sortir de l'argent pour gérer. Donc, c'est toujours mieux de mobiliser les ressources pour barrer la voie à ceux-là, ces tricheurs-là, qui tiennent effectivement à nous intoxiquer, plutôt que d'attendre. Si nous n'allons voir seulement ce que nous perdons à côté de la santé des populations, quand moi je prends rien que les dégâts que ça doit causer, d'accord, à un individu qui l'a consommé, ça n'a même pas le coût, on ne peut même pas mesurer. Le Bénin a plusieurs dispositions à son actif pour lutter contre la vente illicite des faux médicaments. La multiplication des mesures répressives à travers une coordination régionale pilotée par la CEDEAO peut venir à bout de ce fléau qui menace tous les progrès effectués dans le domaine de la santé en Afrique. Et il faut rectifier, c'est plutôt un docteur en pharmacie, parce que la précision en vaut la peine. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Karamat. Comment vous allez? Bien, et vous? Je me porte à merveille et quand je suis en compagnie d'un acteur de la santé confirmé, je suis plus rassurée. C'est un plaisir de le savoir. Alors nous sommes aujourd'hui là pour parler des médicaments classiques et des médicaments génériques. D'entrée, qu'est-ce qu'on appelle un médicament générique? D'entrée, il faudra d'abord vous expliquer ce qu'on appelle un médicament pour aller sur le générique. Le médicament est une substance ou bien une drogue ou bien encore une composition que nous utilisons pour restaurer ou bien pour corriger la santé humaine ou bien la santé animale. Voyez-vous. Mais pour fabriquer un médicament, il faut de longues années, 15 à 20 ans. Parce que la pharmacie, c'est l'art de concevoir, de fabriquer, de stocker, de distribuer et de dispenser le médicament. C'est toute une chaîne. C'est une longue chaîne et à chaque niveau, il faut un pharmacien responsable. Voilà. On est habitué au Bénin à voir les pharmacies d'officine. C'est là où on fait la dispensation du médicament. D'accord. Voyez-vous. Maintenant, quand vous prenez tout ce temps pour fabriquer le médicament et que le médicament sort, vous avez 15 à 20 ans en tant que laboratoire pour pouvoir rentrer dans vos fonds. Et c'est après ce délai-là que le médicament, le principe actif peut être dans le domaine public. Docteur, et à ce niveau, docteur, oui. on va revenir à notre débat, Ouais. parce qu'on a très peu de temps là, disons 10 minutes encore. Venons-en aux médicaments directement. On a une idée rapidement de ce que c'est qu'un médicament, de toute sa chaîne, depuis la fabrication jusqu'à la consommation. Mais dites-nous, en quoi est-ce qu'il est différent, le médicament classique du générique? Le médicament Princept
et le médicament générique sont deux médicaments bioéquivalents. Sauf que vous achetez le médicament générique moins cher. Tout simplement parce que le laboratoire déjà est rentré dans ses fonds. Tout simplement. C'est ça le médicament générique. Mais au niveau de la bioéquivalence, c'est-à-dire le principe actif est le même au niveau des deux médicaments. Le médicament Princept que vous appelez médicament Sola et le médicament générique. Est-ce qu'à votre avis, le Béninois lambda aujourd'hui connaît le générique? Est-ce qu'il sait que le générique est disponible dans les pharmacies, dans les officines? Non, les Béninois, actuellement, quand ils rentrent dans les pharmacies, la première réaction qu'ils ont, ils demandent le médicament générique. Et justement, pourquoi est-ce que c'est comme cela? Mais justement parce qu'il faut amoindrir le coût du médicament compte tenu de la bourse de nos compatriotes. Et ça a été toujours une réflexion qui continue au niveau des pharmaciens pour que les gens puissent accéder facilement aux médicaments et améliorer leur santé. D'accord. Et pourquoi? Donc c'est justement ce qui explique la présence des génériques. Tout à fait. Tout à fait. Je vais vous dire, les pays comme les États-Unis, l'Allemagne et autres, il y a plus de consommation de génériques que de médicaments Princept dans ces pays. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, qui sommes sous les tropiques ici, nous allons tout le temps vers les spécialités. Donc si je comprends, docteur, oui, c'est que les génériques existent pour une frange de la population. C'est pour tout le monde. Les génériques, c'est pour tout le monde. Donc ce n'est pas pour les démunis? Non, pas forcément du tout. Ça. Non. Je vous dis, parce que les génériques en pharmacie, ils coûtent relativement moins cher que les... Je vous dis, aux États-Unis et en Allemagne, les gens consomment plus de génériques que de médicaments Princept. C'est une politique pour faciliter l'accès aux médicaments chez nos populations. Donc le générique n'est pas un faux médicament? Il ne faut jamais dire ça. Le générique n'a jamais été un faux médicament. Je vous dis, par exemple, l'Union européenne prend 85% des médicaments qui sont fabriqués en Inde, qui sont des génériques. L'Inde fournit 85% de la consommation de l'Union européenne. En générique, l'Inde fournit 65% de la consommation américaine en générique. Pourquoi vous voulez me dire que le générique est un faux médicament ou bien un médicament pour les démunis? Voyez-vous, il faut que ça rentre dans nos habitudes et il doit y avoir un sacré boulot qui doit être fait à ce niveau pour que les gens même s'habituent à ça. Et justement, quel est ce boulot-là, vous en tant que pharmacien, docteur en pharmacie, quel est votre boulot et quel doit être aussi le boulot de ceux-là qui prescrivent, c'est-à-dire les docteurs? Il faut commencer par sensibiliser la population pour leur faire comprendre qu'il n'y a même pas à comparer un générique avec faux médicaments. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour les prescripteurs, il faut qu'ils apprennent à écrire les ordonnances en DCI, dénomination commune internationale. Là, vous ne spécifiez pas une spécialité. Et le pharmacien a la liberté, avec tout ce qu'il a comme amada de générique, de vous offrir le médicament à moindre coût. Mais on remarque que les tenanciers de pharmacie ne sont toujours pas dans cette dynamique quand vous rendez dans une pharmacie, que vous le dites, mais j'ai un mal de tête ou j'ai un mal de dos. Plutôt que de vous proposer les médicaments génériques, ils vont plutôt vous proposer autre chose, qui coûte habituellement beaucoup plus cher. Il faut déjà vous faire comprendre que dans les pharmacies, c'est les pharmaciens, ce n'est pas les tenanciers de pharmacie. D'accord, les pharmaciens. C'est les pharmaciens. Et puis, au comptoir, le pharmacien, il fait des conseils précis. Le pharmacien ne doit pas vous consulter au comptoir. Voyez-vous, la consultation est un génie qui est réservé aux médecins. Et la dispensation de médicaments est réservée aux pharmaciens. Est-ce que vous avez vu une fois un médecin avoir une pharmacie? Non. Parce que lui, c'est la consultation et chez les pharmaciens, c'est la dispensation du médicament. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant dispensation de médicaments? C'est qu'il vous donne le produit plus le conseil qui suit, le conseil adéquat, approprié qui suit.
Vous me dites que vous êtes des Donc maux de tête. le pharmacien ne doit pas a priori donner la conduite à tenir dans la consommation de... J'ai dit le conseil et la conduite à tenir. Lui, son rôle d'abord de vérifier la régularité technique de l'ordonnance et de vous expliquer davantage l'ordonnance pour voir quel conseil vous devez prendre, conseil hygiéno-diététique et conseil scientifique. D'accord. Oui. Je voudrais bien qu'on revienne un peu à votre... Vous avez parlé d'un fameux DIC ou DCI? DCI, Dénomination Commune Internationale. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment insister là-dessus? Ben, je prends le cas de Doliprane et de UPSA-C. UPSA. Et les deux sont du paracétamol. Vous avez deux noms différents qui sont des noms commerciaux. Avec les DCI, vous avez le nom scientifique qui permet tout de suite aux pharmaciens de ne pas aller chercher dans la spécialité pour vous prendre un médicament plus cher pour sa caisse. Non. En temps, il y a de cela de quelques années, les médecins apprenaient à rédiger l'ordonnance sous DCI. Maintenant, de plus en plus, ça, c'est parti. Donc, l'ordonnance sous DCI, c'est pour permettre l'accès à des médicaments bien moins chers, en grippe des médicaments génériques. Pour ceux-là qui ont les génériques. Voilà. Pour ceux-là justement, parlons-en. Est-ce que tous les médicaments ont leur générique? Malheureusement, non. Parce que les médicaments dont les principes actifs ne sont pas encore tombés dans le domaine public n'ont pas de générique. Donc, ils sont toujours sur le prix coûtant. Le principe est toujours sur le prix coûtant en attendant que le médicament tombe dans le domaine public. Et on parle maintenant des auxiliaires. Quelles doivent être leurs fonctions, leur rôle? Sous d'autres cieux, on les appelle préparateurs en pharmacie. Il y a les préparateurs en pharmacie, mais il y a aussi les CAP vente en pharmacie. Bon, moi je n'aime pas trop auxiliaire en pharmacie parce que ça peut cacher beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et réelles. Et ça pose un problème fondamental chez nous ici, c'est qu'il faille qu'on forme les gens qui doivent accompagner les pharmaciens dans les officines. On a demandé depuis, un peu comme on fait pour les infirmiers, qu'il y ait une école de formation. Oui, une école de formation pour ceux-là qui accompagnent les pharmaciens dans les officines. Parce que la pharmacie, c'est un peu le carrefour des métiers. C'est un peu complexe. Vous voyez ça comme ça, c'est banal, mais c'est un peu complexe. La pharmacie, c'est un carrefour des métiers où ceux qui travaillent avec vous doivent être compétents. C'est pas, il faut pas amener la bonne de la maison pour qu'elle vienne. Non, non. Il faut des gens compétents pour pouvoir vous suivre dans la dispensation du médicament. Et pour ça, moi, je fais encore un plaidoyer ici, on l'a fait déjà plusieurs fois. Il faille que les écoles qui forment les paramédicaux puissent penser à former les gens qui accompagnent les pharmaciens et à qui on peut donner un nom spécial. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais bien qu'on résume rapidement la différence qu'on peut établir entre les médicaments ordinaires et les médicaments... Les Princepts. Oui, princepts, médicaments princepts. Ça, c'est le thème technique. Et les médicaments génériques. D'accord. Oui. Alors, donc, rapidement, pour ceux-là qui viennent de nous prendre au vol. Je vous dirais tout simplement qu'un médicament générique a la même composition que le médicament princept. Ils sont bioéquivalents. Et leur avantage? Sauf que le médicament générique est déjà tombé dans le domaine public. Sa formule est déjà tombée dans le domaine public. Donc n'importe quel laboratoire digne de ce nom peut se l'approprier et fabriquer ça. Et ce qui fait que les prix sont bas. Ils sont plus au prix du médicament princept. Voyez-vous. Mais du point de vue efficacité, ce sont les mêmes choses. Ils jouent le même rôle. Ils jouent les mêmes rôles. Je voudrais dire qu'il faut toujours avoir à l'esprit que le médicament, qu'il soit princept ou bien médicament générique, est un poison et un remède, selon ce que vous voulez faire avec. Le même médicament qui est en train de te guérir peut te tuer. Comment ça? Ah oui, le médicament, c'est le mot par lequel on désigne le médicament en grec, c'est pharmakon, qui veut dire remède et poison. D'accord.
Merci beaucoup, docteur. On aura compris pour aujourd'hui, certainement, et puisque ce plateau ne vous est pas étranger, vous allez revenir avec Heureuse Danondé pour d'autres échanges encore plus édifiants dans le secteur de la pharmacie pour permettre à nos populations d'avoir accès aux médicaments qui guérissent, mais qui sont aussi à moindre coût. Voilà. N'est-ce pas? Et dites à nos populations d'avoir confiance aux pharmaciens. Ils ont confiance. Merci. Elles ont confiance. Merci. Merci beaucoup, docteur Armand Arthur Gonsalves, docteur en pharmacie. Vous êtes venu nous parler donc des faux médicaments et des génériques, la différence. Je vais finir par vous dire que on peut faire le faux médicament dans le principe comme dans le générique. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Alors, cette émission va bientôt s'achever, mais avant, nous allons partir rapidement, voir surfer sur Internet et voir un peu ce que Agnat Bello a pu nous réserver. ActuWeb. Amis du web, bonsoir. Démarrons cette revue du web par le Maroc. L'actualité nous informe qu'au Maroc, les réfugiés ont aussi du talent. Cette semaine où l'on célèbre la Journée mondiale des réfugiés, les réfugiés vivant au Maroc ont démontré leur talent pour la danse, la poésie et l'actorat. Professionnels ou amateurs, ils viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Syrie, de la Palestine ou de la Libye. Tous réfugiés, ils se sont investis avec bonheur dans un concours organisé par le Haut Commissariat aux réfugiés au Maroc. Direction le Rwanda, où la société Volkswagen a inauguré ce mercredi sa première usine d'assemblage. Si pour le constructeur allemand, il s'agit d'un positionnement stratégique pour conquérir l'Afrique de l'Est, les calculs tombent à pic pour le Rwanda qui tente de réduire ses importations de véhicules d'Asie. L'actualité nous informe que pour gérer ce service, Volkswagen a fait appel à une entreprise locale, tandis qu'une autre a été sollicitée pour développer une application smartphone en lien direct avec le service. Pour ces différents projets, ce sont quelques 1000 emplois qui seront créés pour des investissements estimés à 15 millions d'euros, assure le groupe. Une autre actualité du web largement commentée. Il s'agit du conflit entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs au Nigeria. Plus de 200 personnes y ont trouvé la mort week-end écoulé, renforçant du coup la pression sur le président Mohamed Bouhari. Des appels se multipliaient mercredi pour l'inviter à rétablir l'ordre ou à démissionner. Mohamed Bouhari a déclaré mardi que son administration avait eu des succès notables dans le secteur de la sécurité. Le Nigeria, géant pays de 180 millions d'habitants, a vu sa situation sécuritaire s'aggraver au cours des 3 dernières années, surtout avec l'explosion des violences intercommunautaires. Rendons-nous au Congo où tout le monde se demande si le pays restera conforme aux normes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Devenu conforme depuis 2013, le Congo devrait conserver ce statut. Tout dépend de la décision du conseil d'administration de cette institution internationale qui prévoit une session pour les 28 et 29 juin. Le Congo sera donc bientôt fixé sur son sort. En attendant, moi, je vous dis à bientôt sur ActuWeb. En attendant de vous retrouver sur Autant Savoir autour de cette table, Agnat Bello, nous vous remercions pour cette présentation, pour avoir glané pour nous de si belles et riches informations sur la toile. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, tout doucement, on tend vers la fin, mais avant, voici la météo. On revient encore sur les prévisions pour vous qui avez manqué le départ.
Jeudi 28 juin 2018, le grand rendez-vous, le boulevard se referme tout doucement. Merci de votre aimable fidélité à ce programme, ce grand de tous les soirs, du lundi à vendredi sur BB24. C'est la fin aujourd'hui. Restez toujours dans le bonheur, vivez la joie et ça se passe tous les jours, chaque instant. À bientôt.